Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour le GR20. Le GR20, moi je l'ai fait il y a environ 15 jours maintenant et je pense avoir assez de recul pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Éventuellement si vous comptez faire le GR20 prochainement ou si vous envisagez ce voyage. Quelles conditions physiques il faut, quelles difficultés c'est le GR20. Moi personnellement je fais 1 à 2 heures de sport par jour. J'ai toujours été sportive mais ça fait 3 ans que je suis un petit peu ce rythme là. Donc le GR20, nous on l'a fait en 11 jours, on était une équipe de sportifs et on y est bien arrivé, voilà, sans trop de difficultés. Je dirais qu'il faut avant tout s'entraîner. On a vu des personnes qui avaient la cinquantaine, beaucoup. On a vu des personnes qui avaient 70, 75 ans. Je pense que le tout, c'est de s'entraîner. Donc évidemment, le GR20, c'est quand même une épreuve sportive importante et il est nécessaire de s'y préparer. C'est-à-dire, je pense qu'il faut travailler deux choses en particulier, le cardio et la muscu des jambes. Donc si vous faites du cardio et de la muscu des jambes quelques mois avant, voilà, vous vous y mettez 6 mois avant, vous commencez à faire un petit peu de muscu, un petit peu de cardio, ça devrait le faire, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Maintenant, il est également primordial de s'entraîner en conditions réelles, c'est-à-dire de faire des randonnées avec un sac à dos, des bâtons, votre tenue de rando, pour pouvoir un petit peu mieux appréhender ce voyage. En combien de jours le faire? Nous, on l'a fait en 11 jours. On l'a fait quand même de manière assez sportive, c'est-à-dire que on marchait, on s'arrêtait pas pour se baigner, on marchait plutôt à un rythme soutenu. On voulait arriver le plus vite possible au refuge pour pouvoir se reposer l'après-midi, donc c'est vrai qu'on n'a pas pris notre temps. Donc si vous voulez le faire un petit peu plus tranquillement, que vous voulez avoir le temps de vous baigner, de bien profiter des paysages, etc., je vous conseillerais plutôt de le faire en 14-15 jours. Voilà, c'est ce qui se fait habituellement. Maintenant, si vous êtes un grand sportif, que vous avez l'habitude de faire des trails, de courir régulièrement, et que vous voulez vous lancer un défi, c'est tout à fait possible de le faire en 7 jours en marchant, c'est-à-dire en doublant toutes les étapes et en triplant une. Après, je pense qu'en dessous de 7 jours, c'est impossible de le faire en marchant et il faut commencer un petit peu à courir. Donc là, c'est encore un niveau au-dessus. Est-ce que les bâtons sont nécessaires ? Oui, les bâtons c'est primordial je pense. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait dans les montées, ils nous servent énormément à décharger les muscles du bas du corps, ce qui nous permet un peu d'économiser la force dans les jambes. On s'appuie sur les bâtons quand on monte. De la même manière quand on descend, je pense que c'est... Moi j'en ai plus eu besoin en descente parce qu'en fait ça me sécurisait. Les descentes sont vraiment à pic, c'est vraiment très raide. Des fois on est déséquilibré par le sac à dos donc c'est un petit peu dangereux. C'est vrai qu'il y a quelques passages un petit peu vertigineux, un petit peu risqués et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des bâtons pour pouvoir s'appuyer dessus, pour pouvoir bien s'équilibrer. Pour la nourriture, comment ça se passe? Alors nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est donc pour le petit déjeuner d'emmener des barres de céréales. Tous les matins on avait notre petite barre de céréales, notre barre hyper calorique qu'on mangeait. C'était vraiment pas mal parce que comme ça on n'avait pas à prendre le petit déjeuner en refuge. Il faut savoir que le petit déjeuner en refuge est servi en général aux alentours de 6h30. Nous, on voulait partir plus tôt que ça pour éviter les grosses chaleurs. Donc c'est vrai qu'avoir son petit déjeuner, c'était pas mal puisqu'on pouvait le prendre plus tôt. Au niveau de la nourriture du midi, ce qu'on faisait, c'est que quand on arrivait le soir dans un refuge, on réservait notre pique-nique pour le lendemain. Les pique-niques, ils se composent de quoi? Ça varie énormément, mais en général, il y a donc soit du taboulé, soit des sandwichs avec du saucisson, fromage ou jambon corse, ce genre de choses. Et puis, ils rajoutent souvent des compotes et des barres de céréales ou des fruits. Ensuite, pour le repas du soir, il faut savoir que pour avoir un repas du soir en refuge, il faut arriver au refuge avant 17-18 heures pour pouvoir le réserver. Le repas du soir se compose de quoi? C'est tout le temps la même chose, donc j'espère que vous allez aimer. En entrée saucisson, ensuite c'est des pâtes et du veau, et ensuite du fromage en dessert. C'est quasiment tout le temps ça. À la fin, on n'en peut plus. Après, il y a quelques refuges où il y a des choses un petit peu plus sympas, c'est-à-dire que des fois on a de la mousse au chocolat en dessert, du moelleux à la châtaigne, et ça c'était vraiment cool, mais sinon globalement c'est toujours la même chose. Sinon il y a également possibilité de faire le GR20 en autonomie complète, d'emmener sa propre nourriture, son réchaud, et puis de se cuisiner ces petits plats le soir, le midi. On n'a pas choisi cette option parce que ça faisait du poids en plus dans le sac à dos et on n'avait pas envie de se surcharger. Pour dormir, comment ça se passe? Donc nous, on a dormi à la fois en tente et à la fois en dortoir, on a alterné. Il y a possibilité de louer des tentes dans les refuges. Elles sont équipées de matelas, donc les matelas sont plutôt pas mal, ils sont pas mal épais, c'est agréable pour dormir, mais il n'y a pas d'oreiller, donc pensez à emmener un oreiller gonflable si jamais vous pensez que c'est nécessaire, parce que moi j'ai très mal dormi, il n'y a pas une seule nuit que j'ai bien dormi parce que je n'avais pas d'oreiller. Les dortoirs en fait ce sont des lits superposés, il y a souvent 3 étages.
C'est un petit peu délicat les dortoirs parce qu'il y en a qui se lèvent à 3h30, des fous pour partir marcher, il y en a qui se lèvent à 5h, il y en a qui se lèvent à 6h, tout le monde fait un peu du bruit, on est réveillé, on dort pas très bien. Après les lits sont confortables, pareil il n'y a pas d'oreiller non plus. Pensez à emmener du produit anti-punaise de lit parce qu'il y a des punaises de lit dans les refuges. Puis en fait vous vaporisez votre matelas avant de vous y coucher, ce qui permet d'éviter cet inconvénient là. L'autre possibilité, si vous êtes en autonomie complète, c'est d'emmener votre propre tente, votre propre matelas, et puis de vous installer dans les refuges sur un emplacement que vous aurez loué et de dormir dans votre tente, ce qui est pas mal également. Nous, on n'a pas choisi cette option parce qu'encore une fois, ça faisait du poids dans le sac à dos et qu'on voulait être minimaliste au niveau du poids. Donc le sac à dos, combien de litres choisir? Moi j'avais un sac à dos de 46 litres, ce qui m'a amplement suffi parce que je prenais mes repas en refuge, que j'avais loué la tente en refuge, etc. Maintenant si vous devez emporter votre tente, si vous devez emporter votre nourriture, votre réchaud, là il faudra un sac à dos plus conséquent. Donc peut-être partir sur du 60 litres. Mais je conseillerais de ne pas aller au-delà de 60 litres parce qu'après c'est vraiment très gros. Soit votre sac ne va pas être rempli, donc vos habits, vos objets vont se balader dans tous les sens et ça va vous déséquilibrer lorsque vous allez marcher, donc ce sera pas pratique, ça va vous handicaper. Soit si vous partez sur du 70 litres par exemple, vous allez vouloir mettre beaucoup de choses dans votre sac, finalement il va y avoir beaucoup de poids et là aussi ça va être handicapant pour vous. Que mettre dans le sac à dos? Alors ça je vais vous faire une vidéo dédiée spécialement à ça. À quelle heure partir le matin? Nous on a fait le choix de partir plutôt tôt, on partait à 5h, 5h30. Pourquoi? Parce qu'en fait en Corse en été il fait très chaud et on voulait marcher au frais tout simplement. Voilà, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Dans quel sens le faire? Nord-sud ou sud-nord? Nous on l'a fait dans le sens nord-sud. Et je pense que c'est beaucoup plus sympa. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà de une, c'est le tracé historique. C'est dans ce sens que se font tous les records, donc c'est vrai que c'est un peu sympa de le faire dans ce sens-là pour ça. Ensuite, donc si on le fait dans le sens nord-sud, à la fin, dans le dernier refuge, il y a une fête, voilà, bon, il y a un guitariste, tout le monde boit des bières, c'est convivial, c'est sympa, tout le monde fête la fin de ce voyage, la fin de ce périple. Alors que si on le fait dans l'autre sens, en fait le dernier refuge, donc le premier refuge dans le nord, déjà il a brûlé récemment, il est en train de se reconstruire, etc. Donc c'est pas du tout un refuge incroyable. Et puis d'autre part, comme la plupart des gens commencent, puisqu'ils le font dans le sens nord-sud, ils se couchent tôt, il n'y a pas du tout de soirée, il n'y a pas du tout de fête, personne ne fait la fête dans ce sens-là. Et puis dernière chose, quand on le fait dans le sens nord-sud, quand on arrive à l'arrivée, il y a le fameux panneau devant lequel on peut se prendre en photo et c'est vrai que ça c'est sympa, voilà, pour immortaliser la chose, alors que si on le fait dans l'autre sens, il n'y a pas de panneau du tout. Est-ce qu'on peut emmener des enfants? Nous on a vu 2 enfants sur le chemin mais ils ne faisaient pas le GR20 en entier, ils faisaient seulement quelques étapes, 2 ou 3, pas plus. Voilà, je pense qu'avec des enfants c'est quand même compliqué. Et est-ce qu'on peut emmener des chiens? Oui, on a vu des chiens sur le GR20 donc je crois que c'est possible. Après il faut vérifier sur internet mais je crois que c'est possible d'emmener des chiens. Question du coup, quelles chaussures choisir? Alors moi je vous mettrai mon modèle de chaussures quand je vous présenterai tout mon matériel, mais ce qui est primordial c'est de choisir des chaussures montantes. Il y en a qui se disent moi j'ai jamais eu d'entorse, j'ai les chevilles qui tiennent bien la route, je vais prendre des chaussures basses. En fait moi c'est ce que je me disais, j'ai quand même pris des chaussures hautes au cas où, j'ai bien fait, j'en suis très contente parce qu'en fait je me suis tordu la cheville plusieurs fois. Les premiers jours je me suis strappée parce que je sentais que ça tirait, je sentais que je m'étais fait un petit peu mal et franchement les chaussures hautes c'est quand même pas mal. Je pense qu'avec des chaussures basses je me serais vraiment fait une entorse et je ne sais pas si j'aurais pu continuer. J'espère que tous ces conseils vous auront bien servi, que j'aurai répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et j'y répondrai volontiers avec plaisir.